Tu pensais que le pire était derrière nous? Madoff, FTX, Enron, des visages, des procès, des coupables identifiés. Des scandales qui, eux, ont fait la une. Mais ce que tu as vu dans le premier épisode, à vrai dire, ce n'était que la partie visible. La fraude qu'on va appeler spectaculaire. Celle qu'on peut résumer en un nom et en une peine de prison. Le problème derrière tout ça, c'est que certaines arnaques ne finissent pas forcément devant un tribunal. Certaines se cachent dans des traités internationaux, dans des bilans bancaires, dans des algorithmes ou tout simplement dans des décisions prises à huis clos. Et parfois, elles ne détruisent pas seulement une entreprise, elles vont fragiliser tout un pays. Elles vont déplacer des milliards en silence et elles redessinent tout simplement les règles du jeu. Aujourd'hui, on ne va pas reparler des escrocs célèbres, on va parler de systèmes, de montages financiers si complexes qu'ils ressemblent presque à des politiques publiques. On va parler également de manipulation à l'échelle d'État, de mécanismes qui sur le papier paraissent tout à fait légaux, mais dont l'impact derrière est colossal. Ce que je te propose, c'est pas qu'un simple épisode 2 de notre iceberg, c'est une descente encore plus technique, encore plus géopolitique et surtout encore plus dérangeante. Parce que plus on descend dans l'iceberg, et tout simplement moins il y a de visages, mais plus il y a de structures, et surtout plus il devient difficile de savoir qui manipule quoi. Alors si tu pensais avoir compris la mécanique, eh bien écoute, on va tester tout ça. On replonge encore plus profond. Et cette fois, garde surtout les yeux ouverts. À la découverte des plus grandes arnaques financières de l'histoire de la finance. Un conseil, clairement, attache... Allez, on commence doucement. Enfin, doucement en apparence. Ce sont des affaires que tu as peut-être déjà entendues aux informations. Des noms qui peuvent te sembler familiers, des scandales qui ont fait la une en tout cas. Mais ce qu'on connaît, ce sont les titres, et non pas forcément les mécaniques, non pas forcément les montages, pas les petits détails qui montrent à quel point la finance peut déraper, mais déraper avec méthode. On reste à la surface, certes, mais tu vas voir que même à la surface, ça peut déjà faire très mal. WorldCom, 11 milliards inventés. Début des années 2000, Internet explose. Les télécoms, le nouvel or noir, le nouvel Eldorado. Et WorldCom dans tout ça est une superstar. Deuxième plus grand opérateur longue distance aux États-Unis. 180 milliards de dollars de valorisation. Des investisseurs euphorisés. Des analystes bien sûr confiants. Et un PDG, Bernie Ebbers, ancien vendeur de lait devenu milliardaire. Le problème dans tout ça, eh bien sûr, la croissance va ralentir. Les marchés, eux, veulent toujours plus. Les actionnaires, bien sûr, veulent des résultats trimestriels toujours plus beaux. Alors la direction va faire un choix. Pas un choix illégal au départ. Un petit, simple ajustement comptable. Une petite pause pédagogique. Quand une entreprise paye des frais de fonctionnement, par exemple louer des lignes réseau, elle doit les enregistrer en charge. Une charge diminue bien évidemment immédiatement le résultat comptable. Mais si tu décides que ce n'est pas une charge et que tu l'appelles investissement, alors tu peux l'amortir sur plusieurs années. Et là, magie, ton bénéfice remonte, sur le papier en tout cas. Si on revient à WorldCom, WorldCom va utiliser cette technique à une échelle délirante et surtout pendant des années. Résultat de tout ça, 11 milliards de dollars de profits fictifs. Des chiffres totalement inventés. C'est en 2002 que la vérité va éclater. L'entreprise va s'effondrer. À l'époque, c'est la plus grande faillite de l'histoire américaine. 25 000 salariés licenciés, des retraites complètement pulvérisées et une nouvelle fissure dans la confiance des marchés. WeWork, la start-up qui vendait une religion. Maintenant, on change d'ambiance. On quitte ce qu'on appelle la vieille économie pour passer au domaine des startups. Adam Neumann, charismatique, visionnaire, discours quasi mystique. Adam Neumann a fondé WeWork. WeWork ne loue pas simplement des bureaux. WeWork réinvente le travail. Elle élève la conscience mondiale. Les investisseurs, bien évidemment, adorent ce genre de discours. SoftBank injecte plus de 10 milliards de dollars et la valorisation grimpe à 47 milliards de dollars. C'est énorme. Plus que beaucoup de groupes industriels centenaires. Mais derrière le storytelling, un business malgré tout très simple. WeWork loue des immeubles long terme. Elle les réaménage, elle les sous-loue sur du court terme. En finance,
Ça s'appelle un mismatch de duration. Tu as des engagements fixes, très longs, et des revenus très volatiles. En revanche, si le marché se retourne, eh bien malheureusement, tu es coincé. Tu vas ajouter à ça plein de dépenses somptuaires, des jets privés payés par la boîte, des immeubles appartenant au fondateur loués à sa propre entreprise, des pertes annuelles supérieures à 1,6 milliard de dollars. Puis vient le moment de vérité, l'introduction en bourse. Le document public va tout révéler. Les pertes, les conflits d'intérêts, les montages internes. En quelques semaines, la valorisation va tout simplement s'effondrer. 47 milliards au début, puis 20 milliards, puis 10 milliards, puis à la fin, presque rien. WeWork n'était pas une simple fraude classique, c'était ce qu'on appelle une illusion collective, une bulle nourrie au PowerPoint. Volkswagen, quand l'ingénierie ment au marché. Volkswagen est le premier constructeur automobile mondial. Tout le monde le connaît. Un constructeur solide, un constructeur respecté et un constructeur allemand. Et puis un jour, un détail technique attire l'attention de chercheurs américains. Ce qu'on appelle les émissions polluantes de certains modèles diesel qui, eux, sont étranges. En laboratoire, tout est parfait. Sur la route, par contre, les analyses sont catastrophiques. On découvre alors l'existence d'un logiciel truqueur, un programme capable de détecter quand la voiture, elle, est testée, et d'adapter, bien sûr, temporairement les émissions. En clair, eh bien, manifestement, la voiture ment. Mais si la voiture ment, l'entreprise aussi. C'est 11 millions de véhicules qui vont être concernés. Petite pause pédagogique dans tout ça. Pourquoi on considère que c'est une arnaque financière ? Parce que la valorisation d'une entreprise dépend également de la confiance. Quand tu mens sur la conformité de tes produits, tu mens aussi sur une performance future. Résultat de tout ça, plus de 30 milliards d'euros en amendes et indemnisations. L'action va bien évidemment plonger, des dirigeants vont bien évidemment démissionner. Et les investisseurs comprennent qu'un bilan peut sembler solide jusqu'au jour où la vérité peut coûter des milliards. OneMDB, le fonds souverain devenu caisse noire. Allons du côté de la Malaisie, un fonds d'investissement public. Son nom, OneMDB. Objectif officiel de ce fonds, développer et financer le pays. Les infrastructures, l'énergie, la croissance. Sauf que, en réalité, c'est une machine à siphonner de l'argent public. Plus de 4,5 milliards de dollars vont être détournés. L'argent transite par des banques internationales, des sociétés offshore et bien sûr des comptes anonymes. Le fonds va également financer des yachts de plus de 90 mètres, des villas à Beverly Hills, des œuvres d'art de Monet et même, petite anecdote, en partie le Loup de Wall Street. Oui, un film sur la fraude, financée par une fraude. Le premier ministre malaisien est lui-même impliqué. Des banques comme Goldman Sachs sont éclaboussées. Et derrière tout ça, des condamnations tombent. Mais l'argent, en grande partie volatilisé. Quand l'État lui-même devient l'architecte de la fraude, on ne parle plus forcément d'arnaque individuelle, on parle de système. Voilà pour la surface. Des fraudes qu'on a vues massives, des fraudes plutôt visibles, plutôt documentées, mais déjà terriblement sophistiquées. Et pourtant, ce n'est que le début, parce que maintenant, on va descendre. On va descendre ensemble, sous la surface, là où les noms sont encore moins connus, mais là où les mécanismes sont encore plus vicieux. Allez, c'est parti. On quitte les titres des journaux. On entre dans ce qu'on appelle les zones grises. Ici, les noms sont moins connus du grand public. Mais dans les salles de marché, dans les comités d'audit et dans les tours de la City ou de Zurich, ce sont des affaires qui ont fait trembler des banques tout entières. On parle de chaînes invisibles, de produits financiers très souvent incompris, mais des risques empilés. Et d'un détail qui va tout faire exploser. Allez, c'est parti, on plonge. Luckin Coffee, le Starbucks chinois qui n'existait pas. La Chine veut son champion, un concurrent local à l'enseigne très connue Starbucks. Son nom, Luckin Coffee. Une croissance qui va être clairement fulgurante. Des milliers de boutiques ouvertes en quelques mois. Une application moderne, des promotions très agressives. Et dans la foulée, une introduction en bourse au Nasdaq, avec une valorisation de plus de 12 milliards de dollars. Les investisseurs, comme d'habitude, adorent. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont spectaculaires. Le chiffre d'affaires va doubler tous les trimestres. Le nombre de clients va lui exploser.
Mais un problème, eh bien les ventes n'existent pas. Pourquoi ? En 2020, une enquête interne révèle que l'entreprise a fabriqué plus de 300 milliards de dollars de revenus fictifs. C'est énorme. Et comment ? Eh bien classique, en créant de fausses commandes, de faux tickets et de fausses remises. Petite pause pédagogique. En bourse, la valorisation d'une entreprise repose souvent sur la croissance future. Si tu montres une croissance explosive, même avec des pertes dans un premier temps, les investisseurs acceptent, même si cette croissance est inventée. Mais problème, si cette croissance est inventée, eh bien, tout s'écroule. Alors en quelques jours, l'action chute de plus de 80%. Le PDG est licencié dans la foulée. Et l'entreprise est radiée du Nasdaq. Le King Coffee survivra, mais profondément marqué. Une leçon brutale dans tout ça, dans la nouvelle économie. Le chiffre le plus important reste le chiffre d'affaires. Greensill Capital, la chaîne invisible qui a contaminé Credit Suisse. Maintenant, on entre dans quelque chose d'un peu plus technique. Et qui dit plus technique dit plus dangereux. Greensill Capital, une entreprise spécialisée dans la supply chain finance. Petite pause pédagogique. La supply chain finance est un système qui permet aux fournisseurs d'être payés quasiment immédiatement, même si le client final paye lui plus tard. Une sorte d'avance de trésorerie organisée. Sur le papier, c'est simple, mais Greensill va transformer ce mécanisme qui sur le papier est simple, en usine à gaz financière. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va regrouper ses créances, elle va les transformer en produits financiers et les revendre à des investisseurs, dont Credit Suisse. Le problème derrière tout ça ? Eh bien, certaines créances vont être douteuses, certaines entreprises financées sont fragiles et surtout, les risques sont sous-estimés. C'est en 2021 que Greensill s'effondre. Credit Suisse doit geler plus de 10 milliards de dollars de fonds. Des milliers d'investisseurs vont se retrouver coincés dans la foulée. Et la banque suisse vient perdre des milliards, ainsi qu'un risque réputationnel fatal. Ce scandale contribuera indirectement à l'effondrement de Credit Suisse 2 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que parfois l'arnaque ce n'est pas un vol, c'est un excès de confiance dans un système qui semble bien trop complexe. Archegos, 20 milliards évaporés en 48 heures. On parle souvent des hedge funds, des structures opaques, des structures réservées aux ultra-riches. Eh bien, Archegos Capital, family office de Bill Hwang, un ancien trader déjà condamné pour délit d'initié, Archegos utilise un outil financier peu connu, les Total Return Swaps. Petite pause pédagogique. Un Total Return Swap permet de prendre une position énorme sur une action, mais sans la posséder officiellement. Dans les faits, tu contrôles ce qu'on appelle l'exposition, mais ce sont les banques qui détiennent encore les titres. Donc ton levier devient invisible. Archegos empile les positions, utilise donc un levier gigantesque. Certaines estimations parlent d'un effet de levier supérieur à 5 ou 8 fois le capital. Mais quand une action chute, eh bien tout s'effondre. C'est en mars 2021, en 48 heures, plus de 20 milliards de dollars vont partir en fumée. Et ce ne sont pas les petits investisseurs qui payent, ce sont les grandes banques. Credit Suisse va perdre 5,5 milliards de dollars. Nomura va perdre 2 milliards. Un seul homme, un seul fonds et des pertes qui, comme on le voit, sont colossales. La finance moderne permet des expositions invisibles, jusqu'au moment où elles deviennent, tout simplement incontrôlables. Le Forex Instagram, l'arnaque 2.0. Allez, on change d'ambiance. On va quitter Wall Street. Mais cette fois, on va aller sur un réseau qu'on connaît tous, Instagram. Des jeunes en Lamborghini, des stories en jet privé, des screenshots de comptes de trading. On pouvait lire « Rejoins mon groupe privé, gagne 1000 € par jour ». Bienvenue dans le monde des arnaques Forex modernes. Le principe derrière tout ça est quand même plutôt simple. Ce qu'on va vendre, c'est des formations, des signaux de trading, mais également des accès VIP. En réalité, malheureusement, les gains sont bien souvent truqués. Les captures d'écran, classiques, falsifiées. Et les revenus viennent, eux, des abonnements et non pas du trading. Des milliers de jeunes ont perdu une bonne partie de leurs économies. Certaines enquêtes estiment que ces revenus ont généré des centaines de millions d'euros en Europe. C'est pas une fraude qui est très sophistiquée. C'est une exploitation psychologique. Ce qu'on vend, c'est le rêve de la liberté financière, la promesse d'une richesse rapide. C'est toujours la même mécanique, mais c'est aussi toujours et malheureusement la même cible. On
arrive à la fin de notre niveau sous la surface. Les arnaques deviennent, comme on a pu le voir, plus techniques, plus systémiques, moins visibles. Elles ne font pas forcément la une des médias, mais elles fragilisent des banques, des États, des marchés, voire des économies entières. Maintenant, on va descendre encore plus bas. On connaît le mécanisme. Dans ce qu'on appelle les profondeurs, là où la finance commence à influencer les règles du jeu elles-mêmes. Allez, c'est parti. Ici, ce n'est plus un simple trader isolé. Ce n'est plus un simple CEO mégalo. Ce sont des institutions, des banques systémiques, voire des États. Des mécanismes qui sont tellement intégrés qu'ils vont sembler normaux. On parle de manipulation, de taux mondiaux, de corruption institutionnalisée et de faux comptes créés à la chaîne. Derrière tout ça, des outils financiers si complexes qu'ils vont masquer les responsabilités. Bienvenue dans ce qu'on appelle la finance grise. Le scandale Libor. Manipuler le prix de l'argent. Le Libor. 4 lettres, mais un taux d'intérêt. Et pourtant, l'un des chiffres les plus importants du monde. Le Libor, c'est le taux auquel les grandes banques se prêtent de l'argent entre elles. Il va servir de référence à des milliers de milliards de dollars de crédits, des prêts immobiliers, des crédits aux entreprises, des produits dérivés, des dettes même souveraines. On parle de plus de 350 000 milliards de dollars indexés dessus. Et le tout pendant des années. Des banques ont manipulé ce taux. Mais alors comment c'est possible? Eh bien chaque jour, les banques déclaraient à quel taux elles estimaient pouvoir emprunter. Il n'y avait pas de transaction réelle derrière tout ça, juste un système déclaratif. Et certains traders se sont dit, et si on l'ajustait un petit peu? Un petit dixième de point par-ci par-là, pour améliorer un produit dérivé, ou pour embellir la santé financière de la banque. Eh bien, résultat derrière tout ça, Barclays, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, plusieurs grandes institutions financières et bancaires condamnées. Condamnées à plus de 9 milliards de dollars d'amende cumulées. Le prix de l'argent mondial a été manipulé. Pas par un génie isolé, mais clairement par un système. Quand la référence elle-même est truquée, eh bien c'est tout le marché qui l'est aussi. Wells Fargo, 3,5 millions de faux comptes. Maintenant, imagine une banque solide, une banque respectée, une banque présente dans tout le territoire américain. La banque en question, Wells Fargo. Son problème, une culture interne obsédée par la performance commerciale. Les employés, eux, avaient des objectifs de vente complètement absurdes, complètement délirants. Toujours ouvrir plus de comptes, toujours vendre plus de produits, toujours plus. Alors certains, ont commencé à ouvrir des comptes fictifs. Fallait l'anticiper, sans forcément prévenir les clients. Des cartes de crédit non demandées, non commandées, des comptes épargne complètement fantômes, des assurances diverses et variées, mais inutiles. Et au total, c'est plus de 3,5 millions de comptes frauduleux qui ont été créés, mais des frais réellement facturés, des notes de crédit abîmées et des clients, dans la vraie vie, piégés. Pourquoi? Parce que la pression interne était beaucoup plus forte que l'éthique. Petite pause pédagogique. En finance, le risque n'est pas toujours dans les produits. Il peut aussi être dans ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Quand les incitations sont ou demeurent toxiques, la fraude devient structurelle. Wells Fargo a payé plus de 3 milliards de dollars d'amende. Et sa réputation, ne s'en est jamais complètement remise. Petrobras, corruption institutionnalisée. Direction le Brésil. Petrobras, tu en as peut-être déjà entendu parler. Entreprise publique pétrolière, fleuron national et centre d'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire moderne. Nom de l'enquête, lavage à taux. Ça veut dire lavage express. Le principe derrière tout ça, des entreprises de BTP surfacturaient des contrats à Petrobras. Une partie de l'argent revenait à des dirigeants et bien sûr à des responsables politiques. Un système parfaitement huilé. Et le tout pendant des années. On parle de plus de 2 milliards de dollars de pots de vin. Des dizaines de dirigeants ont été arrêtés suite à l'enquête. Des ministres, eux, ont été condamnés. Et même un ancien président brésilien incarcéré. Ce n'est pas une simple faute d'entreprise, ce n'est pas une simple fraude, c'est une fraude d'État. Pourquoi? Parce que quand la frontière entre politique
et finance disparaît, et bien là le risque devient complètement national. Les CDO synthétiques, les subprimes version 2.0. Est-ce que tu te souviens des subprimes? La crise des subprimes, les crédits immobiliers complètement pourris. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains produits étaient encore plus dangereux. Ces produits-là, ce sont les CDO synthétiques. Allez, petite pause pédagogique. Un CDO classique regroupe des crédits réels. Mais un CDO synthétique ne contient tout simplement pas de crédit. Il contient des paris sur des crédits. Grosso modo, des paris sur des paris. Un produit dérivé d'un produit dérivé. Tu peux donc multiplier l'exposition au risque, le tout sans aucune limite physique. En 2007 et 2008, certaines banques ont vendu ces produits à des investisseurs, tout en pariant en interne sur leur effondrement. Le plus célèbre cas, par exemple, Goldman Sachs et le produit Abacus, un fonds construit avec des actifs risqués, le tout vendu à des investisseurs, pendant qu'un hedge fund pariait contre lui. Officiellement, c'était quand même plutôt légal, mais moralement complètement discutable. Et le résultat derrière tout ça, la crise se propage, les pertes explosent, et dans la foulée, le système financier mondial vacille. Encore une fois. Dans les profondeurs, la fraude devient institutionnelle. On vient de le voir. Elle ne dépend plus forcément d'un simple individu. Elle dépend de tout un système, sur des règles complètement biaisées, des incitations parfois toxiques, des produits beaucoup trop complexes pour être compris. Et maintenant, on va encore descendre, là où la réalité commence à sembler tout simplement irréelle. Bienvenue dans les abysses. Ici, les histoires vont sembler absurdes, trop grosses pour être vraies. Des pays entiers qui s'effondrent, des milliardaires imaginaires, des entreprises qui vont cacher des pertes pendant plus de 20 ans, des actifs numériques vendus comme des œuvres d'art, puis qui ont complètement disparu. On est dans la zone où la finance devient délirante. Et pourtant, tout est documenté. L'Albanie, quand un pays entier tombe dans un Ponzi. Albanie, pays en transition post-communiste, avec une économie quelque peu fragile, des banques peu développées. Mais soudain, des sociétés d'investissement privées vont apparaître, avec une belle promesse. Elles promettent des rendements tout simplement incroyables. 30%, 50%, parfois, voire même 100% en quelques mois. Et les gens dans la foulée vont vendre leurs maisons, vont vendre leurs terres, vont investir l'ensemble de leurs économies. Pourquoi ? Parce que les premiers investisseurs sont payés. Toujours la même mécanique, toujours la même illusion. Souvenez-vous du Ponzi. Mais cette fois, à l'échelle d'un pays tout entier. On estime que près des 2/3 de la population albanaise ont investi et que les montants engagés représentent presque la moitié du PIB du pays. Quand les pyramides s'effondrent, le pays plonge dans le chaos complet. Il va y avoir des émeutes, il va y avoir des armes pillées dans les casernes, il va y avoir une guerre civile, plus de 2000 morts. C'est tout simplement énorme. Le gouvernement est complètement renversé et l'économie est bien sûr détruite. Pourquoi ? Un Ponzi. Mais un Ponzi à l'échelle mondiale. On le voit que la finance peut vraiment ruiner, certes, une entreprise, mais parfois, elle peut ruiner tout un pays entier. Allen Stanford, le faux milliardaire au cricket. Maintenant, direction les Caraïbes, avec Allen Stanford, quelqu'un de charismatique, propriétaire d'une banque offshore à Antigua, sponsor de plusieurs équipes, dont des équipes de cricket, proche de responsables politiques. Il va promettre des certificats de dépôt classiques à haut rendement, plus sûrs que les banques américaines, plus garantis. Fallait s'en douter. Pendant plus de 20 ans, il va collecter de l'argent. Il va collecter plus de 7 milliards de dollars. Mais derrière se cache un problème. Classique, il ne va pas y avoir de réel investissement. C'est encore une fois un Ponzi géant. Quand la SEC enquête de 2009, tout va s'effondrer. Stanford est condamné à 110 ans de prison. Mais le plus troublant derrière tout ça, c'est qu'il a réussi à maintenir l'illusion pendant 2 décennies, avec des régulateurs, avec des auditeurs et même avec des banques correspondantes. Parfois, la fraude prospère simplement parce que personne ne regarde vraiment. Olympus, 20 ans de pertes cachées.
Direction le Japon, cette fois avec une entreprise respectable, Olympus. Olympus est spécialisé dans les appareils photo et le matériel médical. Sauf qu'en 2011, un nouveau CEO britannique découvre quelque chose de quelque peu étrange. Des acquisitions surpayées, des honoraires de conseil astronomiques. Il va creuser un peu et il va comprendre. Depuis les années 1990, Olympus cache des pertes d'investissement, près de 1,7 milliard de dollars dissimulés. Comment c'est possible? En rachetant des entreprises à des prix absurdes et en utilisant ces acquisitions pour absorber les pertes passées. Un tour de passe-passe plutôt comptable. Pendant presque 20 ans, quand le CEO britannique va alerter, il sera licencié dans la foulée. Mais l'affaire va quand même éclater. L'action dans la foulée va plonger de plus de 80%. Les autres dirigeants vont démissionner. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'erreur initiale qui détruit l'entreprise, c'est la tentative de la cacher. Les NFT Rug Pulse, l'art numérique qui disparaît. On arrive dans le monde moderne avec la crypto, les NFT, mais également l'art numérique. Des collections vendues parfois pour des millions. Des promesses de roadmap, comme on dit, de jeux vidéo, de métaverse, des communautés Telegram en feu. Puis un jour, silence. Les créateurs disparaissent. Sauf que les fonds également. On appelle ça un rug pull. Traduction, on tire le tapis. Des milliers d'investisseurs achètent ce qu'on appelle des NFT. L'équipe encaisse, puis supprime les réseaux. Supprime également le site internet et part, de manière classique, avec la caisse. Certaines collections ont levé plus de 10 ou 20 millions de dollars. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de projet, il y avait juste un Discord plutôt bien animé. Dans les abysses, la frontière entre ridicule et tragique disparaît. Des pays, des milliardaires, des entreprises centenaires, des projets numériques, tout peut devenir un terrain d'arnaque, comme on vient de le voir. Et pourtant, on n'a pas encore atteint le fond, parce que maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle les ténèbres, là où l'argent circule, mais sans laisser de traces. C'est parti. Ici, il n'y a plus toujours un coupable clair, il n'y a plus forcément un procès, il n'y a plus forcément un chiffre définitif. Mais il reste des soupçons. Pourquoi? Parce que les mécanismes sont opaques. Des algorithmes, des flux transfrontaliers, des milliards qui circulent sans qu'on sache vraiment d'où ils viennent. Dans les ténèbres, la finance ne ment plus frontalement. Elle devient tout simplement insaisissable. Les fonds vautours. Profiter de la faillite d'un pays. Imagine un pays en crise, un pays qui est endetté et un pays fragile. En négociation, le tout avec le FMI. Les marchés, forcément, vont fuir. Les obligations chutent. Et là, des fonds spécialisés arrivent. On les appelle les fonds vautours. Le principe est simple. Ils rachètent la dette du pays à prix cassé, parfois à 20 ou 30% de sa valeur. Puis, ils refusent toute restructuration et poursuivent l'État en justice pour récupérer 100%, plus les intérêts. Un exemple célèbre, l'Argentine. Après sa faillite en 2001, certains fonds ont poursuivi le pays pendant plus de 10 ans. Résultat de tout ça, des milliards récupérés, une pression politique énorme. Petite pause pédagogique. Quand un pays va restructurer ce qu'on appelle sa dette, il va demander aux créanciers d'accepter une perte. Mais il arrive que certains créanciers refusent. Dans ce cas-là, ils peuvent bloquer le processus. Et c'est légal, mais profondément controversé. Pourquoi? Parce que derrière ces chiffres, il y a des hôpitaux, il y a également des écoles, des services publics. Ici, la frontière entre finance et souveraineté devient très floue. Le trading haute fréquence, manipulation à la milliseconde. Deuxième zone sombre, les algorithmes. Ce qu'on appelle également le trading haute fréquence. Des ordinateurs capables d'acheter et vendre des actions en microsecondes, plus vite qu'un battement de cils. Officiellement, on dit qu'ils apportent de la liquidité. Officieusement, certains ont exploité bien sûr des failles, techniques comme le spoofing. Pause pédagogique. Qu'est-ce que le spoofing? Le spoofing consiste à placer de gros ordres d'achat ou de vente sans aucune intention
de les exécuter, juste pour influencer le prix. Sauf que quand le marché réagit, eh bien, on annule l'ordre et on profite du mouvement. C'est en 2010, le flash crash fait perdre près de 1000 milliards de dollars de valorisation en quelques minutes sur les marchés américains. Un événement clair, une volatilité extrême. Sauf que les algorithmes amplifient les mouvements, et le tout sans aucune émotion, sans aucune moralité et sans aucune fatigue. Quand la finance devient complètement automatisée, la responsabilité devient floue. Tornado Cash, le mélangeur crypto. On parle souvent de crypto comme d'un système transparent, mais certains outils permettent de brouiller les pistes. Prenons l'exemple de Tornado Cash, un mixeur, un service permettant de mélanger des transactions crypto pour les rendre intraçables. Le tout utilisé par des hackers, des réseaux criminels et des groupes sous sanction. Selon le Trésor américain, plus de 7 milliards de dollars seraient passés par ce système. C'est en 2022 que les États-Unis sanctionnent le protocole. Problème derrière tout ça, ce n'est pas une entreprise, c'est ce qu'on appelle un smart contract, c'est-à-dire du code, complètement immuable. La question devient alors plutôt philosophique. Peut-on sanctionner un algorithme ou peut-on interdire un protocole décentralisé? Dans les ténèbres, le droit a parfois un temps de retard. Les deepfake CEO fraude, le visage qui n'existe pas. Et puis, il y a le présent, là, maintenant. Des entreprises ont déjà perdu des millions à cause d'un simple appel, mais non pas un appel téléphonique, un appel vidéo. Un faux PDG, une voix clonée, une visioconférence complètement générée par IA, un ordre de virement urgent. En 2019, déjà, une entreprise britannique perd 220 000 € après un appel imitant la voix de son CEO. En 2024, des cas dépassent plusieurs millions d'euros ou de dollars. La fraude au président existe bien évidemment depuis longtemps, mais l'IA va supprimer la barrière psychologique. Pourquoi? Parce que désormais on peut voir le visage. On entend certes la voix, mais on voit le visage. Tout semble alors cohérent. Bien évidemment, derrière, on exécute. Les arnaques ne sont plus forcément dans les paradis fiscaux, elles sont aujourd'hui dans les boîtes mail, mais également dans ton téléphone ou dans ton Slack. La technologie a réduit le coût de la tromperie. Dans les ténèbres, il n'y a plus toujours de preuves visibles. Il n'y a plus toujours de procès retentissants dans les médias. Il y a juste des flux, il y a des lignes de code et il y a des décisions prises en quelques millisecondes. Le tout pour des milliards déplacés en silence. Tu ne vois pas forcément l'arnaque, mais elle est peut-être déjà là. Voilà, on est remonté, encore une fois, de la surface aux ténèbres. Des startups gonflées aux États corrompus. Des banques qui manipulent les taux aux algorithmes qui, eux, manipulent les marchés. Qu'est-ce qui relie toutes ces histoires? Comme d'habitude, la confiance. Toujours. La finance repose toujours sur la confiance. Mais quand elle est brisée, eh bien, les chiffres deviennent réellement des armes. Alors, si tu veux éviter de tomber dans le piège, apprends à lire entre les lignes. Apprends à comprendre les différents mécanismes et apprends à reconnaître les signaux faibles. Parce que la prochaine arnaque ne fera peut-être pas la une des médias, passera peut-être juste sous ton radar. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle histoire t'a le plus marqué. Et si tu veux un iceberg partie 3, eh bien sache qu'il reste encore beaucoup à raconter. Abonne-toi à La Finance qui compte. Ici, on planche dans les chiffres, mais sans se noyer dans le jargon. Allez, à toutes.